été publié à partir pas de souci, d'une grande enquête auprès de citoyens à la fois allemands et américains qui disent justement avoir des attentes d'engagement renouvelées envers les scientifiques. Et donc, je vais commencer à m'interroger pour la première fois sur cette question au sein d'une enquête exploratoire que j'ai menée en Master 2 de sociologie donc à l'ENS il y a 2 ans. Donc un master qui était basé sur des méthodes qualitatives, j'y reviendrai dans l'introduction. Et justement, mon idée, ou en tout cas mon point de départ pour mener cette enquête, c'était de questionner cette sorte d'évidence publique que les scientifiques du climat seraient dotés d'une responsabilité particulière à prendre position face au changement climatique, par exemple plus que d'autres acteurs, plus que d'autres scientifiques, notamment voilà, face à la multiplication de ces injonctions d'engagement. Et donc, pour questionner cette image qui commençait à se diffuser dans les médias ou même dans certains journaux scientifiques, il me semblait important de prendre en compte 2 choses avec une démarche sociologique pour aborder la question. Une première chose qui est la réelle complexité des modes d'intervention des scientifiques du climat dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses configurations chez les chercheurs en termes de profil d'engagement, si vous voulez. Et une deuxième chose qui est aussi la diversité des trajectoires professionnelles et scientifiques de ces chercheurs et de ces chercheuses, avec l'idée de sortir de l'image unifiée du climatologue ou de la climatologue qui est encore notamment véhiculée par les médias. Et donc le but de ce travail exploratoire, c'était de faire une première cartographie des interventions publiques des scientifiques du climat, de chercheurs en sciences du climat, puisqu'en Master 2, j'ai eu le temps de faire une relativement petite enquête, j'y reviendrai. Et en m'appuyant sur 2 corpus de la sociologie, un premier corpus qui est plutôt celui de la sociologie de l'engagement, sociologie politique, et puis aussi tout le corpus de sociologie des sciences, ou ce qu'on appelle aussi les Science and Technology Studies, donc SDS. Et donc, comme disait Serge, l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur cette enquête pour proposer un article dans une revue donc, de STS qui s'appelle la Revue d'anthropologie des connaissances, qui souhaitait publier un numéro thématique sur les vecteurs contemporains de la crédibilité scientifique, notamment dans le cas où les chercheurs et les chercheuses étaient en contact avec plusieurs mondes sociaux, donc à la fois le monde industriel, le monde de la politique, etc. Et donc, c'est les résultats de ce papier que je vais présenter aujourd'hui. Notamment parce que la question de ce dossier thématique dans la revue a aussi été monté parce que la question de la crédibilité scientifique avait à la fois une forte présence médiatique et un écho chez les chercheurs eux-mêmes et elles-mêmes, mais était peu étudiée en sociologie actuellement. Excuse-moi de t'interrompre, je crois qu'on ne voit pas à distance, je ne sais pas si la caméra est... Je pense que oui, normalement. Je vais essayer de... Non, si tu es dans vidéo... Voilà. Peut-être tu mets FaceTime si elle fonctionne sur ton ordinateur, en tout cas avec la partie à l'autre. Parce que là, on la voyait, c'est bizarre. Est-ce que ces personnes ne me voient? Non. Okay. Non, j'ai demandé justement. Alors là. Stop vidéo et recommence. Dans la vidéo, tu choisis la caméra de ton ordinateur. Ouais. Oui, je peux faire ça aussi. Est-ce que c'est mieux en Zoom? Parfait. Oui, super. Comme ça, vous avez un gros plan en plus. Et donc, je vais commencer par je vais me permettre de faire une introduction un peu longue pour poser bien le problème de façon sociologique et puis revenir sur ma méthode d'enquête. Notamment parce que voilà, sur un faible nombre de cas, donc il y a des conditions méthodologiques un peu particulières. Donc, pour commencer, je suis partie d'une définition des interventions publiques qui avait été proposée donc, par 2 chercheurs en 2010 qui font des interventions publiques, des modalités d'information, de dialogue et de décision, donc qui inclut à la fois les conférences, la médiation, les interviews dans les médias, les cafés scientifiques, mais aussi les pratiques d'expertise.
Ça peut sembler un peu large comme définition de prime abord et ça peut être peut-être un peu insatisfaisant. Mais ce qui est intéressant dans le fait de prendre une définition relativement large des interventions publiques, c'est que ça permet de ne pas classer a priori les interventions publiques en différentes modalités. C'est-à-dire, par exemple, des modalités qui seraient plus politiques que d'autres. Et en fait, de prendre pour objet justement la façon dont les chercheurs et les chercheuses incluent plus ou moins ces interventions dans leur pratique professionnelle. Comment eux-mêmes et elles-mêmes tracent la limite entre ce qui est fait partie de leurs activités scientifiques et ce qui est de l'intervention publique. Donc plutôt qu'en donner une définition a priori, j'ai décidé de le prendre comme objet sociologique, comme objet d'interrogation en lui-même. Et notamment, j'ai aussi fait ce choix parce que dans la littérature sociologique, en fait, il y a beaucoup de débats et il n'y a pas de consensus satisfaisant encore sur une définition sociologique précise de ce qu'on pourrait appeler les interventions publiques, les engagements publics, etc. Il y a aussi de nombreux débats définitionnels dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais on pourra y revenir en question si ça vous intéresse. Et donc, cette perspective, en fait, de prendre la façon dont les chercheurs et les chercheuses classent eux-mêmes ces interventions, ça s'inscrit dans une tradition de littérature sociologique de STS dont je parlais tout à l'heure, notamment à travers la notion de travail de démarcation qui a été théorisée par Thomas Guérin, sur laquelle je m'appuie beaucoup dans mon article et sur laquelle je vais aussi beaucoup m'appuyer aujourd'hui, parce que c'est une notion, un concept qui est très intéressant pour poser la question de la crédibilité. Donc Thomas Guérin définit le travail de démarcation comme les stratégies discursives et matérielles utilisées par les chercheurs pour tracer une frontière entre ce qui relève de la science et ce qui n'en relève pas, notamment ce qui relève de la politique. Et donc de savoir comment ces scientifiques définissent leurs activités et les frontières de leurs activités. Et comment ces stratégies peuvent justement de démarcation donc peuvent servir à obtenir de la crédibilité dans l'espace scientifique. Et donc le questionnement de mon article part d'une ambivalence fondamentale que vous devez tous et toutes bien connaître, qui est que d'un côté, les politiques scientifiques encouragent plutôt la transmission de connaissances aux citoyens pour informer le débat démocratique. Et parfois, c'est aussi des discours qu'on retrouve chez les scientifiques eux-mêmes, avec par exemple une éthique de service public de transmission des connaissances et d'information du débat. Mais d'un autre côté, les interventions publiques des scientifiques restent relativement encadrées pour éviter des discours trop prescriptifs qui pourraient être susceptibles de discréditer la profession. Donc ça, notamment, ça a été relevé dans plusieurs articles de sociologie, de montrer cette crainte face au risque de discrédit. Et pourtant, de plus en plus de professionnels de la recherche et de citoyens, c'est ce que je montrais tout à l'heure, appellent à l'intervention de la part des scientifiques. Et donc, on aurait une situation d'ambivalence normative dans la communauté des sciences du climat aujourd'hui entre le fait d'intervenir et le fait de ne pas intervenir. Donc ça, c'est un peu la première question qu'on peut poser quand on s'attaque à ce sujet. Mon parti pris méthodologique et conceptuel, c'est de dire que c'est une question qui est intéressante, mais le problème avec avec cette façon de poser cette question, c'est qu'en fait, on sous-entend qu'il existerait des normes dans l'espace scientifique qui soient figées, établies, reconnues et partagées. Et donc, soit on intervient, soit on n'intervient pas. Et que ça crée une sorte de débat assez binaire entre deux pôles normatifs figés. Et donc, je trouvais ça un petit peu dommage de poser la question de cette façon-là, parce que ça ne permet pas forcément justement de poser la question de tous les processus de redéfinition de ces normes, d'aller-retour et du caractère mouvant en fait de ces normes scientifiques. Et donc, notamment les travaux récents qui se sont penchés sur cette question de la relation entre les prises de parole des climatologues et leur crédibilité, ont une approche plutôt du coup normative en essayant de trouver une façon de réconcilier en fait cette ambivalence et de dire qu'en fait c'est possible de conserver sa crédibilité si on joue des rôles appropriés dans l'espace public, par exemple en se contentant de fournir des projections sans forcément afficher son soutien à des politiques environnementales particulières.
Donc, c'est les travaux notamment de Colonia. Il y a aussi la thèse de Lydia Messling que vous devez connaître, donc qui formule des recommandations de position ou de façon d'intervenir. Donc, moi, c'est vraiment pas la perspective que je vais adopter ici. Ça, c'est une perspective du coup plutôt éthique, plutôt normative de formulation de recommandations. Moi, ce qui m'a intéressée dans cet article, c'est plutôt de dire que, en fait, la crédibilité, et ça, c'est notamment ce que nous apprennent les travaux de Stephen Shapin en STS, c'est que c'est pas une qualité qu'on posséderait ou qu'on ne posséderait pas en tant que scientifique, mais qu'en fait, c'est un processus social qui se définit de façon relationnelle, donc qui se définit en contexte. Et en ce sens-là, c'est pour ça que Stephen Shapin définit par exemple la validité des connaissances scientifiques de la crédibilité. La validité, elle se détermine sur un plan cognitif d'une proposition scientifique, par exemple, alors que la crédibilité, c'est un processus qui se fait, enfin qui se détermine en relation entre deux individus ou entre deux espaces, par exemple. Et donc, dans l'article, je m'intéresse plus particulièrement à un certain type de crédibilité, qui est la crédibilité que les scientifiques construisent vis-à-vis de leur pairs et vis-à-vis du monde scientifique lui-même. J'ai fait ce choix notamment parce que la question de la crédibilité vis-à-vis du public, c'est une question qui demande une méthodologie sociologique particulière, qui serait par exemple d'aller interroger des lecteurs ou des lectrices de journaux, des spectateurs ou des spectatrices de médias, etc. Et donc ça demande en fait plutôt une étude statistique, des données à grande échelle, etc. Donc moi, j'ai décidé de me concentrer sur une économie de la crédibilité particulière qui est celle propre au monde scientifique. Et donc, le constat duquel je suis partie pour faire cette étude, c'est justement l'idée qu'en intervenant dans l'espace public ou dans différents espaces publics, ces chercheurs se trouvent à l'intersection entre plusieurs économies de la crédibilité, à la fois l'économie publique et l'économie scientifique. Et donc, je pose la question, en fait, de comment le fait d'être en interaction avec toutes ces sphères peut avoir un effet sur ce qui est considéré comme étant crédible dans la recherche en sciences climatiques. Pour résumer de façon peut-être un peu plus restreinte, c'est l'idée de regarder en retour comment les interventions publiques peuvent affecter comment se construit la crédibilité dans les sciences vis-à-vis des pairs et vis-à-vis des institutions. Et donc, de cette perspective-là découlent deux questions de recherche. Une première question qui est comment les engagements publics des scientifiques du climat participent à consolider ou à entacher leur crédibilité vis-à-vis de leurs pairs et des institutions de recherche. Et une sous-question un fil qu'on peut tirer, c'est également la question de ces engagements débouchent-ils sur un renouvellement du travail de démarcation entre sciences et politique climatique, et plus largement sur une remise en question des vecteurs par lesquels s'établit la crédibilité scientifique dans les sciences climatiques. Donc, quand je parle de vecteurs, c'est ces stratégies et ces moyens dont je vous avais parlé pour conserver, voire augmenter sa crédibilité lorsque c'est possible. Est-ce que c'est relativement clair jusqu'à présent? Parfait. Donc, je vais continuer par une petite précision méthodologique sur comment j'ai conduit mon enquête. Et notamment, si j'ai choisi le cas des sciences du climat, qui est peut-être une question que vous vous posez, c'est qu'il y a une double spécificité d'un point de vue de l'objet qui rend ce cas d'étude particulièrement intéressant. D'un côté, il y a le fait que les sciences du climat ont joué historiquement un rôle très fort dans la formulation des politiques contre le changement climatique. Donc, on peut penser par exemple à l'objectif 2 degrés, etc. Donc, en sociologie, on parle de cadrage. On peut dire que les sciences climatiques ont beaucoup cadré la façon dont les politiques se sont emparées de la question du changement climatique. Et un deuxième aspect qui est plus méso-échelle en quelque sorte, c'est le fait que c'est un domaine scientifique qui a une diversité institutionnelle et en termes de discipline très riche, qui en fait un espace qui n'est pas unifié, ou en tout cas qui a des enjeux institutionnels particuliers. Et ça, notamment, c'est une question qui a été
particulièrement approfondie par la thèse d'Hélène Guimont, qui a fait une histoire des sciences du climat en France et qui montre bien cette diversité institutionnelle et les enjeux à l'échelle française. Donc, j'ai procédé à travers une démarche qualitative par entretien semi-directif avec 13 chercheurs et chercheuses en sciences du climat. Donc ça, c'était pendant mon M2. Depuis, j'ai refait des entretiens et j'ai aussi repris cette communication à travers les entretiens que j'ai fait entre-temps. Et j'ai fait notamment le choix dans ce travail d'interroger des chercheurs et des chercheuses qui interviennent relativement fréquemment. Donc en fait, je me suis concentrée sur la frange des scientifiques dont je savais qu'ils intervenaient déjà beaucoup dans l'espace scientifique, enfin beaucoup, en tout cas relativement fréquemment par rapport à la moyenne, puisque mon but, c'était plutôt de regarder les différents types, les différentes formes d'intervention qui existaient, plutôt que de faire une grande enquête statistique sur le pourcentage de personnes qui interviennent ou non, ce qui est aussi réalisé dans certains travaux par ailleurs. J'ai aussi j'ai aussi essayé de faire attention à diversifier les profils des chercheurs et des chercheuses que j'ai interrogés, donc notamment en termes d'avancement dans la carrière, où j'ai interrogé des chercheurs et des chercheuses plutôt jeunes et d'autres plus avancés dans leur carrière, mais aussi en termes de laboratoire d'appartenance et de spécialité. Donc j'ai fait ce qu'on appelle en sociologie un échantillonnage qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu de représentativité. Il n'y a pas j'ai pas tenté de faire un échantillon représentatif, ce qui n'est pas possible en un an d'enquête de master. Mais par contre, j'ai essayé de diversifier les profils pour avoir une idée du panel de types d'intervention possibles. Donc, à l'époque des entretiens entre 2021 et 2022, aucun des scientifiques que j'avais interrogés ne militait dans des associations écologistes du type Greenpeace, Alternativa, etc. Et donc, dans cette présentation, je vais un peu laisser de côté le type d'engagement qui serait engagement associatif et politique à travers des activités de militantisme, parce que c'était très marginal dans le corpus. Ça a pu évoluer depuis, parce que ça fait déjà deux ans, voire 2 ans et demi que j'ai fait ces entretiens. Mais voilà, je vais moins l'aborder dans cette présentation, aussi parce que il y avait un relatif consensus que militer dans une association en tant que scientifique, c'était plutôt un contre-modèle d'engagement chez les chercheurs et les chercheuses que j'ai interrogés. Et donc, pour finir, le but des entretiens et pourquoi en fait j'ai choisi cette démarche par entretien, c'était que ça me permettait de reconstituer le parcours professionnel des chercheurs, mais aussi parfois leur parcours un peu personnel pour savoir notamment si elle ou il avait connu des trajectoires de politisation, mais aussi d'interroger leur perception à propos de leur rôle social et du coup de pouvoir retracer leur trajectoire d'intervention dans les médias, dans les associations et notamment aussi les activités d'expertise. J'ai aussi croisé ces entretiens avec différentes sources comme des CV, des tribunes, des interviews dans la presse, etc. Donc voilà, j'en ai fini pour cette introduction un peu trop longue, mais qui me semblait nécessaire pour cadrer le contexte méthodologique. Et on pourra aussi revenir là-dessus en question si vous avez encore des interrogations. Et donc, je vais procéder en 2 temps. D'abord, dans une première partie, je vais montrer en quoi les climatologues interrogés restent relativement prudents sur la question de l'engagement, donc trouvent des formes d'engagement à bas bruit dans l'espace public qui restent compatibles avec les attentes de crédibilité propres au champ scientifique. Et là, le résultat qui est apparu de façon assez forte dans les entretiens, c'est que les chercheurs et les chercheuses que j'ai interrogés emploient des stratégies de crédibilité assez classiques. Classiques au sens historiquement ancrées, c'est-à-dire que c'est des stratégies de crédibilité qui existent depuis des années et qui continuent d'exister, mais aussi classiques dans le sens où on les retrouve dans d'autres sciences, qu'elles ne sont pas forcément propres aux sciences du climat. Dans une deuxième partie, je montrais cependant qu'il ne faut pas sous-estimer les effets de ces interventions publiques et de la diversification et de la multiplication des interventions publiques des chercheurs sur les vecteurs de crédibilité traditionnels, que j'aurais exposé en première partie.
Et ce qui est intéressant et notable sur cet aspect, c'est que en fait, les engagements extérieurs, les engagements publics des chercheurs ont un effet de réajustement dans le champ scientifique en interne. Donc là, c'est un peu la dynamique que j'essayais de poser tout à l'heure, c'est-à-dire que intervenir hors du monde scientifique, ça a aussi un effet retour sur sa position au sein du champ et comment on négocie voilà, son positionnement par rapport à ses collègues ou par rapport aux institutions scientifiques. Et un des paradoxes qui est apparu pendant l'enquête et que j'ai essayé de creuser parce qu'il était assez intéressant, c'est que le travail de démarcation entre sciences et politique que pouvaient faire les chercheurs semblait plus fort, plus rigide dans l'espace public lui-même que dans le champ scientifique où il y avait des formes de relâchement, de remise en question de cette démarcation dans des lieux internes à la communauté. Donc, par exemple, des comités d'éthique, mais aussi différentes formes de lieux de discussion. Et donc, le but dans cette deuxième partie, et là encore, ça reste des résultats exploratoires parce que c'était un travail de Master 2 et puis la thèse probablement servira à creuser cet aspect, mais c'était de commencer à rendre compte de ces controverses internes au champ scientifique sur la démarcation entre ce qui fait partie du travail des scientifiques du climat et ce qui est des activités de nature politique. Donc pour commencer, je vais faire un zoom sur deux arènes, deux espaces des interventions publiques de façon consécutive. D'abord les médias et ensuite l'expertise. J'ai choisi ces deux espaces parce que c'est des espaces qui reviennent souvent, en fait, en termes de type d'intervention publique. Et aussi parce que à la fois, il y a des logiques très spécifiques, des logiques sociales très spécifiques à ces deux espaces. Et en même temps, en termes de stratégie de crédibilité, on retrouve à peu près les mêmes modalités, à la fois dans les médias et en termes d'intervention d'expertise. Et donc, mon but dans cette partie, ça va être de montrer que la crédibilité interne au champ scientifique se construit moins sur une délimitation sur un rejet de toute forme d'intervention que sur un processus de délimitation entre les bonnes et les mauvaises formes d'intervention. Qu'il y a une négociation en fait pour définir ce qui est une intervention qui permet de conserver sa crédibilité ou ce qui est une intervention en revanche qui fragilise un peu plus la crédibilité scientifique. Donc, tout d'abord, ce qui est ressorti des entretiens que j'ai pu faire, c'est le fait que les médias sont souvent considérés comme un espace de médiation scientifique relativement classique. Il y a aussi parfois une sorte d'extension des logiques scolaires aux médias, c'est-à-dire qu'on va s'adresser aux médias un peu comme on s'adresserait à un public étudiant, mais en adaptant un peu son discours, mais la logique reste un petit peu la même, avec le prolongement de pratiques de médiation et d'enseignement. C'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses que j'ai interrogés ont affirmé ne transmettre que des faits scientifiques, donc ici publiés et consensuels, comme le précise cette directrice de recherche, avec l'idée de faire attention de ne pas glisser sur le terrain des politiques publiques ou de recommandations plus spécifiques, et aussi en faisant attention à expliciter la méthode scientifique. Donc là, c'est ce que j'ai appelé notamment les formes de stratégie de crédibilité assez classiques, c'est qu'on maintient une démarcation assez forte entre la science, ses pratiques, ses méthodologies et le fait d'entériner certaines politiques publiques. Et donc à ce titre, les médias sont vraiment un espace de prudence pour les chercheurs et les chercheuses où il y a une position de se faire garant de la méthode scientifique. Et donc, c'est pour ça que je vous ai restitué ici l'extrait d'une directrice de recherche qui se donne une obligation de présenter des faits scientifiques publiés et consensuels, de ne présenter que des chiffres, des choses factuelles. Et donc, dans cet extrait, c'est intéressant de voir vraiment la disjonction entre le registre scientifique, quantifié, consensuel, publication, etc., et le registre de l'opinion, de la morale. Et là, la démarcation est très forte et très identifiée. Donc là, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente dans les entretiens.
Et ce qui est intéressant aussi à noter dans l'espace médiatique, c'est qu'en fait, l'espace scientifique et l'espace médiatique pourraient on pourrait se dire que les deux économies de la crédibilité sont très séparées, sont très en tension, notamment parce que, en fait, sur la question des incertitudes, ça ressort beaucoup, parce que les médias auront tendance à passer sous silence les incertitudes propres, en fait, à tout travail de projection, alors que la crédibilité, notamment en sciences du climat, se construit aussi sur le fait de pouvoir expliciter ces incertitudes, les expliquer lorsqu'on peut, etc. Et donc là, c'est un exemple qui est intéressant pour voir comment être en fait en interaction avec un autre monde social qui est le monde des médias, ça met les chercheurs à l'intersection entre deux économies de la crédibilité. Donc deux espaces où le fait d'être crédible ne se construit pas du tout de la même façon. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ces chercheurs sont alors dans une forme de négociation, une sorte de tension entre l'adaptation au fonctionnement de l'espace médiatique, mais aussi une certaine résistance, une résistance pour essayer de garder le contrôle sur la scientificité du discours. Et la conséquence que ça semble avoir, c'est que les scientifiques que j'ai pu interroger tentent de regagner une certaine forme de contrôle sur les logiques médiatiques en dressant une frontière claire entre experts scientifiques et non-experts, en fait, en développant une sorte d'apprentissage des logiques et du script médiatique. Donc l'idée, c'est de dire si on comprend comment fonctionnent les médias, si on comprend, par exemple, leur intérêt à passer telle ou telle incertitude sous silence, en fait, on devient capable d'en contrôler un peu plus le déroulement et donc de pouvoir réaffirmer la scientificité du discours, qui doit faire attention à formuler les incertitudes, etc. Et donc, l'extrait que j'ai choisi ici, c'est justement pour illustrer en fait cette appropriation du script médiatique et cette maîtrise en fait de comment fonctionnent les médias. Donc là, par exemple, c'est un directeur de recherche qui intervient beaucoup dans des médias type BFM et qui explique qu'en fait, un jour, il intervient et il sait exactement quel va être le déroulé de l'entretien. Alors même qu'il n'a pas commencé à parler, il sait comment ça va se passer. Donc, il me dit en entretien, il m'aime bien BFM, c'est vraiment quelque chose d'intervenir à BFM. Tu arrives, ils t'ont appelé, tu devines que c'est parce qu'il y a eu une tempête au large de trucs, ils te disent même pas. Et il me donne la réponse avant même que j'arrive en plateau. Une fois, c'était vraiment un gag. Le présentateur me dit, bon, vous savez pourquoi vous venez, vous avez vu les chutes de neige, les gens sont coincés dans les stations. Bon, vous allez me demander, est-ce que c'est lié au changement climatique? Vous allez me répondre, on ne peut pas savoir. Il m'a posé la question quand même. Il m'a demandé, est-ce que c'est lié au changement climatique? Et il m'avait déjà fait la réponse. Donc ça, c'est encore une fois un exemple, mais ça revient de façon très fréquente que les chercheurs qui ont l'habitude d'intervenir dans les médias acquièrent une sorte de rapport routinier qui leur permet ensuite de pouvoir parfois un petit peu voilà, contrôler ou réaffirmer la scientificité du discours. Et enfin, un dernier enjeu sur cette question de l'arène médiatique, c'est l'enjeu institutionnel, qui est aussi revenu dans plusieurs entretiens et qui serait à creuser sur un échantillon en interrogeant plus de chercheurs et de chercheuses sur un échantillon plus large. Notamment parce que les interventions des chercheurs sont de plus en plus encouragées institutionnellement. Donc, à travers, par exemple, des médias training ou voilà, une aide des institutions vers les chercheurs pour intervenir dans les médias. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas seulement une stratégie de crédibilité individuelle qui est en jeu lorsque les chercheurs interviennent, mais il y a aussi une stratégie de crédibilité institutionnelle, puisque ça donne aussi une visibilité aux institutions qui produisent de la recherche sur le climat. Et donc, ça pose la question en fait de l'appropriation de cette stratégie de crédibilité institutionnelle par les chercheurs et les chercheuses eux-mêmes. Donc là, je vais passer un peu plus vite, mais c'est aussi l'extrait que j'ai restitué ici d'un directeur de recherche qui observe que depuis le début de sa carrière, il y a vraiment eu l'émergence d'une stratégie d'institution de visibilité dans la sphère médiatique à travers l'intervention de certains chercheurs et chercheuses. Et évidemment, derrière, il y a des notions de financement et de budget.
Et donc, dans cette première sous-partie, j'ai essayé de montrer qu'il y a des enjeux propres aux interventions médiatiques des chercheurs par rapport à la crédibilité vis-à-vis de leurs pairs, donc particulièrement cette arène des médias, à la fois rester dans une logique de médiation, s'approprier les contraintes médiatiques, mais aussi s'accommoder des stratégies de crédibilité des institutions scientifiques. Donc ça, c'était pour les médias. Dans une deuxième partie, cette première partie, je vais plus me concentrer sur la question de l'expertise. Alors, ça peut vous sembler un saut peut-être un petit peu brutal entre les médias et l'expertise, parce qu'effectivement, dans les faits, ce sont des activités qui sont relativement différentes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on retrouve des logiques et des stratégies de crédibilité et de démarcation entre sciences et politique qui sont relativement communes, ou en tout cas les dynamiques sont relativement comparables. Et donc, tout d'abord, je vais faire encore une fois une distinction qui va peut-être sembler assez globale, mais qui est intéressante ici pour analyser ce qui se passe. C'est le fait que les pratiques d'expertise sont plutôt fragmentées selon les spécialités scientifiques, et notamment selon les échelles de modélisation qui sont utilisées par les chercheurs et les chercheuses. Donc, c'est des fractures qui recoupent assez approximativement les spécialités et les labos et la place des chercheurs dans la communauté scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée en fait, que ces échelles de modélisation recoupent en fait des objectifs politiques assez différents, avec notamment l'idée que la modélisation globale pourrait servir en termes d'expertise plutôt à des logiques d'atténuation, donc qui sont pensées à l'échelle du globe, à l'échelle terrestre, alors que des chercheurs et des chercheuses, par exemple, spécialisés dans la modélisation régionale, auraient plus à répondre sur des demandes d'expertise pour de l'adaptation, et donc pour des acteurs plus à l'échelle régionale, voire à l'échelle individuelle. Donc, c'est ce que notamment deux chercheuses en sociologie des sciences ont appelé l'expertise locally focused contre l'expertise globally focused. Elle travaille sur l'écologie et les sciences de la conservation, mais en fait, ce prisme-là s'adapte assez bien à la question des sciences du climat, avec voilà, vraiment deux pôles d'expertise assez différentes. Et ce qui est ressorti des entretiens, c'est que selon si le chercheur du coup a plutôt une pratique de modélisation globale et une expertise globale, ou plutôt une pratique de modélisation régionale, les enjeux de crédibilité ne sont pas forcément les mêmes. Avec notamment l'idée que dans le cadre du GIEC et d'activités d'expertise propres au GIEC, on retrouve le maintien d'un travail de démarcation assez formel entre sciences et politique, dans le sens où, dû aux propriétés institutionnelles même du GIEC, on retrouve ce qu'on appelle le modèle linéaire de l'expertise. Donc avec l'idée qu'il y aurait d'abord des scientifiques qui produiraient une connaissance, qui est ensuite mise en forme dans un rapport, qui est ensuite appropriée et utilisée par les décideurs pour prendre des décisions, mais que les étapes sont relativement séparées les unes des autres. Donc ce modèle d'expertise, ce modèle linéaire de l'expertise, c'est une forme de distinction formelle entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la décision politique. Et donc, à ce titre, le GIEC ne représente pas, par exemple, participer au GIEC ne représente pas de risque pour la crédibilité d'un chercheur en sciences du climat, dans le sens où cette démarcation formelle, alors qui évidemment reste organisée institutionnellement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hybridation entre sciences et politique, mais l'image du GIEC, c'est de séparer bien les étapes d'expertise, fait que être rédacteur ou rédactrice d'un rapport du GIEC, ça peut même apporter de la crédibilité scientifique vis-à-vis des pairs, notamment parce que les personnes qui sont choisies pour participer au rapport sont des personnes qui ont déjà une certaine reconnaissance scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement les processus d'expertise du GIEC reprend des vecteurs de crédibilité relativement classiques dans le champ des
des sciences. Donc, par exemple, le peer review, la standardisation du langage, le fait de codifier et d'expliciter les incertitudes, etc. Donc, cette procédurisation, cet encadrement institutionnel fait qu'on risque peu sa crédibilité scientifique lorsqu'on participe aux exercices du GIEC. Il y a aussi probablement une dimension historique d'ancrage de cette modalité d'expertise dans la communauté depuis au moins les années 90. Et donc, ce qui est intéressant justement avec cet exemple du GIEC, et du coup, je vous renvoie aussi aux travaux de Carrie de Prick si cette question vous intéresse, c'est que ça montre que avoir un contact assez étroit avec le monde politique n'est pas forcément vecteur de perte de crédibilité pour les scientifiques, voire même peut valider leur crédibilité interne. Ce que j'ai commencé à observer aussi dans cette enquête exploratoire, c'est que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes concernant les pratiques d'expertise qui se rapportent plus à l'expertise régionale, à des services climatiques ou à l'investissement dans les groupements régionaux d'experts sur le climat, les GREC, qui sont des collectifs en fait plus hybrides, où cette formalisation, ce modèle linéaire dont j'ai parlé pour le GIEC existe beaucoup moins, aussi parce que ce sont des modalités plus récentes, et que du coup, il est plus difficile en fait de tracer cette démarcation nette entre activité scientifique et activité politique, ou en tout cas activité de recommandation politique. Donc là, ça demanderait aussi une enquête plus importante en fait pour vraiment voir les différentes modalités d'investissement dans les GREC ou dans les services climatiques qui existent. Mais en tout cas, ces pratiques sont plus proches de la commande publique, plus proches des utilisateurs et des parties prenantes, sont en fait plus controversées, moins établies comme un vecteur de crédibilité, comme pourrait l'être le GIEC, par exemple. Et c'est des débats, donc, notamment, qu'on retrouve dans beaucoup de conférences ou de projets de recherche. Et en tout cas, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que ça, depuis quelques années, depuis l'apparition des GREC ou de la notion de service climatique, il semble y avoir une diversification des modalités de crédibilité au sein même de l'espace académique, selon si on se tourne plutôt vers des modalités d'expertise globale via le GIEC ou des modalités d'expertise plus régionales, plus locales et plus individuelles, plus directement en lien avec les parties prenantes. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais approfondir en thèse, mais ça pourrait poser les bases, en tout cas, d'une réflexion sur une sorte de division du travail de l'expertise au sein même de la communauté des chercheurs et des chercheuses en sciences du climat. Et donc, c'est notamment une piste que j'ai trouvée intéressante après avoir donc fait cet entretien avec une directrice de recherche qui parle d'un collègue à elle qui est très investi dans les rapports du GIEC, donc Pierre, et elle dit Pierre, c'est un modélisateur. Son expertise, donc sous-entendu modélisateur global, spécialiste GSM, son expertise est sur le développement de modèles robustes pour donner des scénarios crédibles sur le changement climatique. On est très complémentaires, il faut des chercheurs d'excellence comme Pierre pour que nous, on soit en capacité d'accompagner les territoires. Donc elle, notamment, elle est beaucoup plus investie à l'échelle des territoires, des GREC et des services climatiques. Et donc là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'elle fait un petit peu de façon presque automatique une différence entre des chercheurs d'excellence qui travailleraient à l'échelle globale et elle qui est plus complémentaire, mais qui a peut-être qui jouit d'une moins grande crédibilité scientifique et qui serait plus concentrée à l'échelle régionale. Donc là, c'est un point de vue, mais ce serait intéressant d'étoffer par différents entretiens pour voir si ce clivage se retrouve dans différents laboratoires notamment. Est-ce que c'est pas la méconnaissance? On peut y revenir en question. J'avais pas de question avant, mais par exemple sur celle-là, on a toujours l'impression que l'autre il fait une science un peu plus exacte. Et donc finalement, dans l'autre sens, est-ce que Pierre aurait pas dit ça pareil, de dire moi j'ai plein d'incertitudes, mais elle au moins, quand je lui donne les scénarios, elle dit des trucs. Alors je pense pas que dans ce cas-là précis, Pierre aurait dit l'inverse. En revanche, c'est vrai que ça demanderait en fait et c'est un de mes objectifs de thèse, ça demanderait une enquête, une méthode qui est plus systématique.
sur des corps plus grands. Et notamment, ce que j'ai comme objectif, ce serait de faire une enquête bibliométrique. Donc, en fait, de prendre des profils de chercheurs et de chercheuses dont je sais qu'ils interviennent plutôt qui sont des expertises plutôt via le GIEC ou plutôt via le grec, de regarder leurs publications, de regarder leur trajectoire scientifique, etc. Et de voir si de fait, il y a une différence en termes de trajectoire scientifique ou non. De soi, enfin, de rétrovision sur sa propre science. Parce que là, c'est ça qu'elle exprime. C'est que pour moi, oui. je ne fais pas vraiment de la science d'excellence, mais lui. Oui. Après, là, c'est vrai que c'est extrait d'un entretien plus long. Mais ensuite, elle développe un peu plus. Bon, effectivement, il y a la perception, mais par exemple, elle dit qu'elle n'est pas tout à fait évaluée de la même façon, etc. Et c'est vrai que ça demanderait d'objectiver ça de façon plus claire. Mais c'est vraiment, en plus, c'est aussi quelque chose qui est en train de potentiellement changer, puisque là, enfin bon, c'était il y a 2 ans, c'est pas si vieux, mais effectivement, je dis que c'est des modalités qui sont un peu plus controversées et qui restent toujours controversées, mais qui le sont peut-être aussi de moins en moins, et qui, effectivement, par exemple, font que c'est peut-être une chercheuse qui va moins publier, mais par ailleurs, elle a accès à des données, par exemple via des entreprises ou via des partenariats avec des régions ou des territoires auxquels Pierre n'a pas forcément accès. C'est-à-dire qu'en faisant de l'expertise locale, elle a d'autres ressources, elle obtient d'autres ressources que effectivement, par exemple, le fait de publier beaucoup et d'être bien évalué sur cette question bibliométrique. Donc effectivement, c'est pas tellement en fait une échelle de crédibilité linéaire qu'en fait des modalités de crédibilité qui sont différentes. C'est-à-dire que les vecteurs vont pas être les mêmes. Par exemple, bon, ça du coup je spoil un peu sur la suite, mais peut-être que la crédibilité obtenue par le fait d'avoir une expertise régionale, elle passe plus par le fait de pouvoir opérationnaliser les modèles, alors que via des expertises plutôt GIEC ou IPCC, ça passe plutôt vers la question voilà, de diversité des modèles, de pouvoir comparer des résultats à grande échelle, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que dans une même communauté scientifique, en fait, il peut y avoir plusieurs stratégies différentes en fonction des sous-communautés identifiées. Mais là aussi, du coup, je vais y revenir tout à l'heure. Parce que, excuse-moi, moi, ce que j'ai entendu du commentaire de cette interview, c'était un peu un jugement de valeur entre ceux qui font, une différence entre ceux qui font la vraie modélisation en amont des modèles, des processus, et puis ceux qui vont un peu bidouiller des résultats. Et je me demandais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une question de culture, d'information, c'est scientifique, et est-ce que l'IPSL ne va pas être aussi en phase de transformation en allant vers le service climatique, de modifier un peu ces critères culturels en interne, même au-delà de l'évaluation par la commission, ça ne reste pas. Mais effectivement, peut-être que si on veut formuler la question avec des termes sociologiques, plutôt que parler de jugement de valeur, on va plutôt parler de légitimité, par exemple, ou en tout cas de valorisation d'un certain type de pratique par les institutions. Et effectivement, une des pistes que j'ai et que j'aimerais creuser en thèse, c'est que ces critères de valorisation sont peut-être en train de glisser justement vers justement production de grandes simulations, etc., vers des pratiques qui sont plus applicables en fait à des problèmes et à des lieux concrets. Alors, justement, pour compléter ce que tu dis, en fait, il y a ce qu'on appelle les démarches en co-construction qui sont en fait très polysémiques, c'est pas trop derrière ce qu'il y a, mais il y a quand même beaucoup de publications sur le sujet, en particulier, je pense, dans l'anglo-saxon, auxquelles peut-être nous, on n'est pas, en tant que chercheurs sur le climat, on n'est peut-être pas tout à fait, on connaît moins, mais qui ont autant de valeur, en fait, d'un point de vue scientifique. Que nous, on place peut-être l'excellence par rapport à un certain degré de modélisation, d'observation, par rapport à une exactitude ou une définition des incertitudes.
par rapport à d'autres démarches qui sont, elles, plus dans la co-construction, dans le côté qualitatif, dans comment finalement on a réussi à trouver un discours, enfin, à pouvoir extraire un discours d'un certain nombre de recherches ou d'études de différents acteurs différents. Enfin voilà, il y a aussi ces démarches-là qui sont aussi des démarches scientifiques. Oui, tout à fait. Du coup, j'espère que j'ai été claire sur ce point, mais du coup, moi, mon rôle, c'est pas de décider ce qui est plus valable scientifiquement qu'autre chose, c'est d'essayer de voir historiquement comment ce qui a été considéré comme valable ou crédible scientifiquement est peut-être en train de glisser vers autre chose, ou en tout cas de s'hybrider avec des pratiques différentes. Mais les pathologues les plus célèbres à l'IPSL, ce ne sont pas les modélisateurs, c'est des gens qui ont fait des observations paléoclimatologiques. C'est Georges Jouzel et Valérie Masson-Delmotte. Mais oui, après, peut-être la question de la célébrité. Qui ont véhiculé en quelque sorte l'urgence climatique. Peut-être qu'on va laisser Anna finir. Moi, ça m'a laissé le temps de reprendre ma respiration, c'est pas mal. Et puis, moi, je préfère toujours qu'on ait ces interventions, ces discussions et que ce soit clair plutôt que laisser des choses pas claires. Et donc, pour conclure la partie, en plus, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on ait le temps de discuter, mais pour conclure cette première partie, donc sur le fait l'utilisation de vecteurs de crédibilité relativement traditionnels, que ce soit dans la sphère des médias ou de l'expertise. L'idée, c'était de montrer que sous certaines conditions, notamment si on s'en tient au consensus scientifique, si on rend compte de la méthode des incertitudes, etc., la parole publique ne présente pas forcément un risque de discrédit pour les chercheurs et les chercheuses, voire peut augmenter la considération des pairs. Mais ce travail de démarcation, donc assez classique, suscite toutefois des débats en interne à la communauté des scientifiques du climat, avec certains chercheurs et chercheuses qui veulent approfondir leur engagement politique ou mettre l'accent sur l'utilité sociale des recherches. Et ça peut déboucher sur une remise en question de cette économie de la crédibilité relativement classique que j'ai décrite en première partie et qui s'insère sur des formes de politisation de la science. Et donc là, ce qui a été intéressant pour moi et ce qui était une sorte aussi en tout cas de surprise quand j'ai commencé mon terrain, c'était de voir que les mouvements de politisation des chercheurs et des chercheuses se faisaient moins en relation avec la société civile, en relation avec des interventions publiques qu'en interne. C'est-à-dire que les mobilisations pour questionner comment on démarque science et politique se faisaient entre pairs dans des espaces propres au champ scientifique. Et épistémologiquement, pour la sociologie, c'est aussi très intéressant comme forme de politisation, parce que c'est relativement nouveau, en tout cas sur cette question-là, ça l'est, parce qu'on a plutôt, nous, en tant que sociologues, étudié la question de la politisation via des associations de la société civile, voire via un engagement public et politique, mais pas trop via une effervescence de questionnement et de discussion en interne. Donc cette politisation en interne, elle a aussi des ressorts sociologiques très intéressants et relativement nouveaux. Et donc ce sont pas tant, il semble en tout cas que ce ne sont pas tant les pratiques d'intervention en elles-mêmes, pratiques d'intervention publique en elles-mêmes qui ont changé, même si on observe une diversification des modalités, mais que c'est surtout la réflexivité que les chercheurs portaient sur elles et qu'elles sont devenues en fait des objets d'action et de réflexion collective en elles-mêmes, avec une sorte de phénomène d'explicitation, en tout cas de mise au jour des positionnements qui étaient jusque-là relativement individuels. Il y a une sorte, en tout cas, d'effet de révélation des positionnements à travers le contexte sociopolitique. Et donc, dans les entretiens que j'ai pu faire, j'ai dégagé deux modalités de politisation, donc une politisation plutôt individuelle et une politisation plutôt collective. Je vais passer un peu plus vite sur cette partie, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la politisation individuelle, elle est souvent formulée comme étant la conséquence d'un événement ou d'un point qui a fait réorienter la trajectoire, qui a fait au chercheur et à sa chercheuse, ou à la chercheuse, pardon, qui l'a incité à réorienter sa trajectoire scientifique, plus ou moins fortement.
Là aussi, j'y reviendrai. Donc, c'est par exemple le cas de cette hydroclimatologue qui, un jour, tombe en fait sur une mobilisation par un collectif de citoyens qui se mobilisent contre un risque de sécheresse dans une région et qui se rend compte que ce collectif a utilisé ses travaux pour appuyer sa revendication vis-à-vis des pouvoirs politiques. Et cette réalisation-là, donc c'est là où on peut parler en tout cas de turning point ou de réorientation de trajectoire, lui fait se poser la question de son utilité sociale, de la dimension politique de sa science. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut mener et ça peut favoriser ces moments de réorientation, des arrangements à la marge, des réorientations plus ou moins discrètes, par exemple des projets de recherche ou des carrières académiques. Donc, par exemple, dans le cas de cet hydroclimatologue, ça l'a persuadé de s'investir dans un projet européen qui est centré sur la gestion de l'eau et qui vise à formuler des recommandations politiques à l'échelle européenne. Il y a d'autres exemples de chercheurs et de chercheuses que j'ai interrogés qui voilà, ne vont pas forcément remettre en question tout leur positionnement scientifique, toutes les pratiques scientifiques qu'ils avaient jusqu'à présent, mais qui en tout cas cherchent par exemple à orienter leurs questions vers des champs qui sont plus en lien avec les besoins des citoyens ou les besoins de régions, par exemple. Ce qui est aussi intéressant dans cet extrait d'entretien, c'est qu'il y a vraiment, selon lui, enfin en tout cas, il oppose ce qui est un super boulot au niveau scientifique, donc comme c'est dit ici, avec le fait que ça n'avait pas été directement mis en pratique, ça n'avait pas eu directement d'utilité sociale jusqu'à ce que ce collectif de citoyens s'en empare. Et donc, pour lui, les critères de crédibilité scientifique classiques finissent par importer moins que l'utilité sociale des recherches. Là encore, c'est un exemple et il faudrait multiplier les recherches sur ces trajectoires individuelles. Et c'est là aussi où passer par les trajectoires, c'est intéressant, c'est que ça permet vraiment de voir à quel moment il y a possiblement un point de bascule ou non dans les carrières scientifiques et personnelles des chercheurs et quelles conséquences ça a ensuite ou non sur leur trajectoire scientifique. Donc sur la question de la politisation collective, je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant à noter, c'est la multiplication de ces espaces de questionnement entre chercheurs et chercheuses, comme les ateliers d'écologie politique, les groupes de discussion, les comités éthiques, etc., qui sont des modalités relativement nouvelles de discussion sur ces enjeux-là, avec une nouvelle centralité à la question de l'utilité sociale des recherches dans le cycle de crédibilité scientifique. Et donc, dans cette partie, l'idée, c'était de parcourir les différents types de politisation des sciences, soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Mais ce qui est important de montrer, plus que les discours qui peuvent être portés sur cette question, c'est en quoi ça a un effet réel sur les pratiques scientifiques. Et donc là, dans cette dernière partie, je vais me concentrer plus particulièrement sur les pratiques de modélisation, en montrant comment le fait que la question de l'utilité sociale ou de l'applicabilité ou l'opérationnalité des recherches s'impose ou en tout cas deviennent de plus en plus visibles a un effet sur les pratiques ou en tout cas les horizons envisagés pour la modélisation du système terrestre. Du coup, l'hypothèse, en tout cas avec laquelle j'ai commencé à travailler dans cette partie, c'est le fait que donc les désaccords sur ce qu'on peut appeler la fonction cognitive des modèles climatiques ou leur fonction de prévision. Donc, fonction cognitive, ce serait plus l'idée d'utiliser les modèles pour comprendre le fonctionnement du système terrestre et du système climatique, alors que la fonction de prévision est plus centrée sur des objectifs d'opérationnalité, de fournir des projections directement utilisables par les pouvoirs politiques pour former des recommandations. Donc, ces désaccords sur la fonction cognitive ou de prévision des modèles, en fait, naissent en même temps que naît la communauté des sciences du climat, donc elles sont très anciennes.
Et en même temps, elle se pose de façon relativement différente aujourd'hui ou de façon peut-être de façon plus avec une acuité nouvelle, notamment à propos de voilà de l'alignement des pratiques scientifiques et des pratiques des modélisations sur des objectifs politiques. Donc ça pose la question des agendas de recherche. Et c'est aussi pour ça que c'est un moment riche et à la fois peut-être un peu compliqué pour enquêter en tant que sociologue, c'est qu'il y a aussi beaucoup de questions et de positionnements qui changent relativement rapidement depuis quelques années. Donc là, c'est encore une fois des tendances que je commence à esquisser, mais qui pourront aussi sociologiquement être saisies par une enquête plus longue, donc au moins 3 ans de thèse. Mais voilà, c'est les premiers faits saillants de cette question-là. Et justement, un des horizons que j'aurais d'approfondissement en thèse, ce serait d'interroger la coévolution possible des modèles climatiques et des formes d'intervention et d'expertise mises en œuvre par les chercheurs et les chercheuses. C'est-à-dire comment l'évolution des modèles répond à l'évolution des types d'engagement public qu'ont les chercheurs et les chercheuses et inversement. Donc, pour être un peu plus concrète, ces questions-là, elles peuvent se cristalliser notamment dans 2 enjeux assez actuels dans la communauté. Un premier enjeu au niveau du développement de modèles régionaux qui permettent du coup de caractériser plus finement les phénomènes locaux et notamment les événements extrêmes et qui en fait sont, enfin qu'on peut en tout cas, avec lesquels on peut faire le lien de façon assez directe avec un enjeu politique sur les projections climatiques à l'échelle régionale pour l'adaptation. Donc là, c'est c'est la question de l'échelle régionale par rapport à l'échelle globale que j'ai abordée tout à l'heure. Et un deuxième enjeu dans lequel se cristallisent ces enjeux, c'est le financement de recherche pour créer des modèles globaux à très haute résolution, pour fournir là aussi des données territorialisées. Donc ce deuxième point est plus controversé dans la communauté scientifique, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi parce qu'il pose la question de la continuité de la communauté scientifique et de la transmission des méthodes et des modèles historiques que sont les modèles couplés et les GSM, enfin les GSM en tant que modèle couplé. Et donc là, ce que je commençais aussi à dire tout à l'heure pour répondre à Juliette, c'est qu'un des enjeux sur cette question de la crédibilité qui semble sortir de toutes ces considérations, c'est le fait, une sorte de possible polarisation entre le fait de baser sa crédibilité scientifique sur une promesse ou un horizon de répondre à une demande sociale, ou de baser sa crédibilité scientifique sur la pluralité des méthodes et des modèles, par exemple construites à travers des exercices d'intercomparaison type CEMIP. Et donc là, peut-être qu'une des façons, en tout cas, de résumer cette diversification des modes d'intervention, c'est aussi de voir qu'il y a une diversification des types de crédibilité mises en œuvre et des stratégies mises en œuvre par les chercheurs. Donc c'est aussi un peu ce que je disais tout à l'heure, mais qu'en tout cas, il y a le fait de passer par le GIEC pour construire, enfin en tout cas pour répondre à une demande sociale, c'est construit comme étant relativement consensuel au fil des années et comme un type d'intervention qui ne fragilise pas la crédibilité des chercheurs, voire qui peut l'augmenter sous certaines conditions. Et qu'aujourd'hui, peut-être que ce qu'on commence à observer, c'est une diversification des cibles de crédibilité, une diversification des modes d'intervention qui remet en question cette pratique d'expertise relativement consensuelle, ou en tout cas relativement historique dans la communauté. Donc c'est toutes les alternatives en fait à CEMIP et au GIEC qui commencent à émerger aujourd'hui. Donc pour conclure, et je suis désolée d'avoir été un petit peu trop longue, j'ai montré que les chercheurs et les chercheuses interrogés mettaient en œuvre des stratégies de crédibilité relativement classiques dans les interventions publiques, mais qu'on voit des ébauches de contestation en interne de cette démarcation science politique et donc de nouvelles formes de crédibilité qui émergent.
Et tout ça pousse à analyser l'espace des sciences climatiques, non pas comme un espace unifié, mais comme un espace hétérogène et hiérarchisé. Donc, notamment, il y a cette question des échelles, mais pas que, il y a des questions institutionnelles aussi. Et une, justement, des perspectives pour la thèse que j'aimerais poursuivre et qui m'aiderait à préciser ces enjeux-là, c'est justement de rentrer encore plus dans les sous-espaces de la communauté à travers un concept qui peut être utile, qui est celui des styles de vie épistémiques, donc qui a été formulé par Simon Shackley, qui est un sociologue des sciences très reconnu, et donc qui, en fait, justement, va interroger des modélisateurs et des modélisatrices en sciences climatiques pour essayer de comprendre s'il peut dégager différents styles de vie épistémiques et comment ensuite ces styles de vie épistémiques, donc plus dans la façon de travailler en sciences, plutôt dans la fonction cognitive des modèles, peut être lié ou non avec des pratiques d'intervention publique. Donc voilà, c'est une des choses que j'aimerais creuser en thèse et notamment actualiser, puisque c'est un article qui commence déjà un peu à dater. Et donc, potentiellement, les styles de vie épistémiques ont aussi évolué. C'est aussi un article qu'il a écrit sur le contexte américain. J'ai juste 2 points pour finir ma conclusion et après... Oui, c'est une... ouais, c'est un concept qui va sembler relativement large, mais qui en fait essaye de prendre à la fois les questions que se posent les scientifiques, mais aussi les méthodes qu'ils mettent en œuvre et les réseaux qu'ils utilisent de collaboration pour répondre à ces questions comme quelque chose de cohérent. Donc, par exemple, dans son article de 2001, Simon Shackley va différencier ce qu'il appelle les climate seer, donc SEER, les voyants du climat ou les voyeurs du climat, des climate constructors, avec l'idée que, par exemple, les climate seer vont utiliser des modèles peut-être relativement plus simples, mais qui leur permettent avant tout de saisir le fonctionnement du système terrestre, alors que les climate constructors vont se centrer plus sur la construction d'un modèle le plus fidèle, le plus représentatif possible des différents processus. Et en fait, bon, ça, c'est 2 façons de travailler un peu différentes, mais c'est cohérent aussi avec une façon de donner du sens à son travail scientifique, une projection de soi en tant que scientifique dans la société, etc. Donc, ça a été repris dans la sociologie des sciences françaises, mais pareil, c'est un autre point qu'on pourrait aborder en question. Est-ce que c'est un peu plus clair? Non, mais en fait, j'avais fini. C'était un petit peu, c'était un petit peu mon point de conclusion de dire que, voilà, en thèse, en fait, en mettant le pied dans la communauté des sciences du climat pour faire ce master, et là, pour la première année de thèse, plus je creuse, plus je me rends compte qu'il y a que les sous-espaces de ces sciences du climat sont multiples et que c'est vraiment le fait de comprendre ces sous-espaces qui permet ensuite aussi d'expliquer les positionnements sur cette démarcation entre sciences et politique. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter. Merci beaucoup, Anna. C'est vraiment super. On a vraiment besoin d'analyse, de regard comme le tien, pour appréhender un peu mieux cette dynamique dans laquelle on est transporté, contrôlant plus ou moins ce qui nous arrive. Peut-être, je vais te poser une question, puis après, je ne dis rien. J'ai l'impression qu'il y a, dans le fait plusieurs étapes de rester dans l'enveloppe du GIEC, par exemple, ça permet d'assurer la crédibilité. Mais du coup, on se plaint aussi que les messages ne passent pas. Plus de degrés, qu'est-ce que ça veut dire plus de degrés pour les gens? Oui, mais nous, comprenez, voilà, c'est nos résultats. Et puis, l'idée aussi que donner des chiffres ou donner des courbes, ça ne parle pas du tout aux gens parce que c'est trop abstrait, c'est désincarné, il n'y a pas d'affect,
Et alors, il faudrait qu'on aille un peu dans le marigot de la société civile, de tous ces experts. Enfin, on a travaillé là-dessus, enfin, dans les gens qu'on avait interrogés, quoi, le scientifique qui craint d'être instrumentalisé dans un jeu d'experts qui ne le contrôle pas du tout. Mais si on veut que les messages passent, peut-être il faut aller là-dedans. J'ai l'impression qu'on est arrivé avec le premier groupe du GIEC, il y a un certain nombre de faits qui sont là, qui ne vont pas changer dans le prochain rapport, fondamentalement, mais qu'on arrive avec des messages qui ont peu d'impact, finalement. Et donc peut-être on va être obligé de mettre un peu, de salir un peu, et peut-être que c'est vraiment un travail de réflexivité qu'on a à faire entre nous sur ces critères justement que tu décris de crédibilité interne entre pairs. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était un peu un des idées de ma deuxième partie, c'était de dire qu'effectivement, moi, une des choses qui m'a frappée dans cette enquête, c'est le degré et la multiplicité des endroits de réflexivité de la communauté. Et pour discuter avec d'autres sociologues des sciences, il y a des communautés qui sont beaucoup moins réflexives sur ces enjeux-là. Alors, c'est aussi que c'est une communauté qui est particulièrement médiatisée, qu'on est sur un enjeu global, particulièrement... Enfin, qu'il y a une idée d'ampleur quoi, de l'enjeu qui est peut-être moindre dans d'autres communautés. Et donc, peut-être que c'est une des pistes pour expliquer cette réflexivité. Une réflexivité récente. Oui. Et sur les, enfin, moi j'entends ce que tu dis, Serge, mais moi ce qui me pose question, c'est les messages eux-mêmes. Quel message? Un message, ça peut être le résultat d'une évaluation scientifique, ça peut être un message disant il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, ça peut être plus précis. C'est là pour moi il y a c'est pas clair justement. C'est quoi un message venant de la communauté scientifique? Je pense qu'on est au cœur de ce dont un message a besoin de crédibilité pour être porté, mais aussi de savoir d'où il parle, quelle valeur il porte. Et donc, comment, enfin, est-ce que ça fait partie des différents débats que tu vois ou, Le type de message porté, oui. En fait, pour moi, ça rentre dans la question de la démarcation, parce que justement, je pense qu'il y a aussi une évolution historique qui était que c'était peut-être aussi plus facile de se mettre d'accord il y a 20 ans sur le type de message à porter, qui était la réalité en fait du changement climatique. Mais c'est une question qui se pose plus tout à fait pareil. Et que cette réalité du changement climatique, c'était peut-être plus facile de la porter en termes scientifiques. Et que là, du coup, en termes de teneur des messages, c'est plus des attentes de messages prescriptifs, en fait, qui sont portés à l'égard des scientifiques. Et donc là, du coup, c'est aussi pas forcément étonnant que ce soit plus difficile de se mettre d'accord, d'intervenir via des modalités plus politiques. Mais ouais, je sais pas trop. Il faut voir qu'en France, on a vécu une époque assez particulière avec les climato-sceptiques. Il y a 20 ans, l'Académie des sciences était complètement climato-sceptique avec Claude Allègre. Les gens croyaient peu, parce que c'était un personnage très médiatique, au changement climatique. Maintenant, bon, les gens croient au changement climatique. Alors, sur des objectifs très grossiers, le réchauffement, les gaz à effet de serre, etc. Mais c'est déjà quand même quelque chose de formidable qui nous incite à une certaine stratégie sur la non-émission des gaz à effet de serre, la transformation énergétique, etc. Je crois qu'il faut bien le montrer, quand même, cette évolution qui a permis justement de faire émerger les gens qui travaillaient sur le climat et montrer l'urgence climatique. Michel, si tu fais une enquête en France aujourd'hui, tu demandes aux gens, savez-vous qu'est-ce qui est responsable du réchauffement climatique? Tu sais combien de pourcents répondent des gaz à effet de serre? 20. Bon,
On a du travail à faire. Oui, non, mais pour ça, il y a encore un travail d'éducation de base. D'éducation de base, Ouais. mais ça progresse. Oui, les sciences, il y a encore quelques climato-sceptiques. Ça me paraît, ça va. Si, ce sont régulièrement retrouvés. Je suis un peu étonnée parce que moi j'ai entendu d'autres chiffres, enfin pas des chiffres, mais le fait que les Français étaient très inquiets sur la climatique. Non, qu'ils sont inquiets, c'est une chose, qu'ils comprennent physiquement que le réchauffement est lié aux émissions de gaz à effet de serre et des énergies fossiles, c'est que 20%. Physiquement, peut-être pas, mais associer les deux. Non, et les gens l'associent à la pollution pour 25%. Non, il y a une grande confusion. J'ai intervenu il y a 15 jours à la Cité des Sciences, à l'exposition de l'urgence climatique. On avait un petit groupe, j'ai fait 3 petits groupes de 5-6 personnes. Donc, on a le temps de dire voilà, pourquoi vous êtes venus, et la pollution, et la couche d'ozone, et tout plein de choses avant les vraiment. Ah ouais, mais parce que c'est vrai qu'il y a un discours qui est un peu brouillé, parce qu'on peut parler de gaz à effet de serre en étant polluant. Ah oui, non, mais donc, c'est là où je dis c'est 20%, il y a beaucoup de confusion. Ouais, par exemple, aux États-Unis, l'EPA a été chargé, qui est en charge de la pollution, de réglementer sur les effets de serre aussi. Tu vois, les États-Unis, tu fais la même enquête, tu obtiens le même chiffre. À peu près, hein, c'est dans les 20% aussi. C'est-à-dire des gens qui ont une compréhension du mécanisme qui permettrait de comprendre qu'il faut agir. Il y a beaucoup de gens qui veulent agir juste parce qu'ils font partie d'un groupe social, on valorise de ne pas émettre, de ne pas envoyer les gens en avion, de ne pas envoyer l'avion, etc. On ne comprend pas forcément la raison scientifique qui nous semble évidente. Et il y a des tas de partis politiques qui, à l'heure actuelle, remettent en cause la fin des voitures thermiques en 2035. Comment Alors, c'est vrai parce que moi, je voulais juste, parce que là, il y a eu l'année dernière, le rapport du comité. Je pense justement, est-ce que ça peut servir un peu de jalon ça a été quelque chose qui a été demandé quand même par la communauté, puis par des institutions scientifiques, pour un peu cadrer cet engagement des chercheurs dans les médias publics, dans le discours public. Et donc, il me semble que, alors ça a réintroduit la norme, mais du coup, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui permettrait en fait d'éclairer un peu d'un point de vue différent ta démarche? Je ne suis pas sûre de ça. C'est fait avant. Oui. Et donc, est-ce que le fait de s'appuyer sur ce qu'a dit ce rapport d'éthique, sur le fait, sur l'engagement des chercheurs et le fait que les chercheurs légitimés d'une certaine façon en posant des conditions, est-ce que ça ne peut pas justement réorienter un peu La question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Oui. Bah, du coup, c'est difficile de répondre en termes de projection de comment ça va se passer. Ça, je peux pas répondre à est-ce que dans les prochaines années. Est-ce que ça va pas te faire évoluer tes entretiens? Alors, moi, ce que ça. Là, c'est vraiment une réponse de sociologue classique, mais pour moi, c'est du matériau en plus. C'est-à-dire que c'est une réponse institutionnelle à cette question d'ambivalence normative de est-ce qu'on intervient ou pas. Et donc, pour moi, c'est une porte d'entrée sur ce processus institutionnel qui tente d'encadrer la parole des chercheurs ou en tout cas de donner des directions. Donc, ça va me permettre d'analyser comment des institutions scientifiques type le CNRS, etc., se positionnent sur ces questions. Donc, juste pour préciser, parce que je viens d'avoir un retour avec le comité d'éthique sur cette enquête qui a été menée chez le CNRS. En fait, il y a la tentation d'encadrer et la recommandation du comité d'éthique qui est d'accompagner ceux qui veulent s'engager. C'est très différent. Dans un côté, on fait une espèce de... Enfin, dans le deuxième cas, on fait un guide. Dans le premier, on fait plutôt une charte qui encadre. Et en fait, ce qui est ressorti très clairement de l'analyse, c'est que non, on ne veut pas encadrer et limiter notre liberté, on va accompagner ceux qui veulent. Donc, c'est plutôt un guide qu'une charte. Donc, et effectivement, moi, je pense que pour moi, le fait qu'on ait fait à ce moment cet avis du COMET et les lignes qu'a dégagé Anna, les deux vont
participe d'un mouvement. Pour moi, sauf que là, c'est un regard sociologique. Nous, c'était plutôt pratico-pratique. Comment est-ce que l'institution fait pour aider ceux qui... Et puis les dimensions éthiques. Mais pour moi, les deux sont liés. Enfin, c'est plutôt les mêmes ressorts qui amènent aux deux études. Donc oui, ça s'enrichit. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir ton travail pour pouvoir l'utiliser dans notre avis. Et encore, je vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais ça reste un travail exploratoire. Enfin, à l'époque du M2, 13 entretiens, enfin 13, plus d'entretiens, mais 13 cas de trajectoire et de chercheurs, c'est pas assez pour avoir des conclusions scientifiques en sociologie solides. Je suis au début de la solidité de la démarche là. C'est vraiment exploratoire, ça m'a servi à dégager des problématiques, des axes de travail, mais c'est pour ça que j'étais ravie d'accepter l'invitation et en même temps, voilà, j'ai conscience du fait que certaines de mes pistes sont aussi relativement exploratoires et demandent encore un peu plus de solidité en termes de... Tu vois, je vais poser une question provocante sur l'A69. Alors, l'A69 se focalise un certain nombre d'activistes et de climatologues qui soutiennent l'opposition à l'A69. Et pourquoi pas se focaliser simplement sur la baisse des vitesses sur l'autoroute de 130 à 110 km/h. Lorsque vous baissez la vitesse de 10 km/h, vous diminuez le rejet de gaz d'effet de serre de 10%. Et ça serait infiniment plus efficace de diminuer la vitesse sur les autoroutes que de s'attaquer à la 69. Bon, il y a d'autres questions, il y a la biodiversité. Je crois qu'il y a... Moi, c'est une opinion. Ce qu'il faut voir, c'est la nocivité des gaz à effet de serre. Et la diminution des gaz à effet de serre, si sur toutes les autoroutes on diminué la vitesse de 130 à 110, ça serait formidable. Je crois qu'il y avait... Maintenant, la vitesse sur les routes revient de 80 à 90, elle est passée à 90 km/h sur une autre question. Si j'ai bien compris, les critères de crédibilité que tu présentes, c'est principalement les critères de crédibilité d'un chercheur parmi sa communauté. Oui. Et pas spécialement par rapport aux médias. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu veux aussi analyser ça, le rapport de qualité par rapport aux médias politiques, sachant d'autant plus qu'il y a une évolution, j'ai l'impression, des médias vers quand même un stade où on recherche spécialement la vérité, la post-vérité, marquée depuis simplement si on écoute Macron qui a dit qui aurait pu prévoir climatique. Donc la question de la réception du discours scientifique par les médias et les citoyens. Pas spécialement la vérité, mais plutôt imposer la leur. Alors non, mais pour une raison qui est, enfin en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me concentrer particulièrement en thèse, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet en soi, qui demanderait une thèse en soi. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes méthodes qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait faire, comme je disais tout à l'heure, des sondages auprès des citoyens sur comment ils reçoivent la parole scientifique, sur quels médias ils regardent et quand, pour pouvoir voilà, situer leur pratique médiatique et ensuite comprendre pourquoi ils reçoivent la parole scientifique de telle ou telle façon. Il faudrait aller dans les rédactions des différents journaux pour essayer de comprendre qui sont les journalistes qui s'occupent de ces questions, pourquoi ils traitent la question de telle façon, pourquoi tel cadre, etc. Donc ce serait plutôt de la sociologie des médias et de la réception, de la sociologie, de ce qu'on appelle la culture, sociologie culturelle. Et c'est un champ à part entière. Donc par rapport à la sociologie des sciences, qui est du coup plutôt sur quoi je me concentre, qui est vraiment plutôt à l'échelle de la communauté scientifique. Donc, moi, j'essaye de comprendre plutôt le fonctionnement de la communauté scientifique. Évidemment, le fonctionnement de la communauté scientifique est aussi influencé par comment les scientifiques se positionnent par rapport aux médias, par rapport aux citoyens. C'est ce que j'ai essayé de montrer un peu. Mais ce serait vraiment deux espaces différents d'investigation. Et peut-être qu'il y a des thèses qui s'intéressent à ça et ce serait super, mais voilà, c'est pas mon angle particulier. Est-ce que tu, par exemple, positionnes des chercheurs interrogés sur un spectre politique pour savoir si... Ce que j'ai fait pour ces 13 climatologues dont je parle, j'ai
aussi poser des questions d'ordre un peu plus personnel sur effectivement s'ils avaient milité sur d'autres sujets avant dans leur vie, s'ils avaient grandi dans des milieux particulièrement politisés, comment ils se situaient politiquement, etc. Donc tout ce qu'on appelle en sociologie la socialisation politique, donc les différentes façons d'agir politiquement et de percevoir la politique qui ont été intégrées au fur et à mesure de la vie. Donc effectivement, ça c'est un aspect qui est intéressant à regarder. Il y a une question sur la neutralité, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus dans le comité d'éthique. J'ai vu qu'une ou deux fois tu mentionnais comment est-ce que on avait fait avec le groupe de réflexion éthique, on avait fait un sondage au niveau du PSL en demandant pensez-vous qu'il faille être neutre dans s'exprimer. 50% avaient répondu oui. Et donc, comment pour toi la perception des chercheurs d'une neutralité, bon, en fait, quand on réfléchit un peu, on se rend compte qu'elle n'existe pas, ou alors elle va dans l'autre sens, hein, elle est fonctionnelle, et évolue ou fait partie de ce que tu regardes. C'est une bonne question. J'ai pas. Enfin, ce qui est un petit peu compliqué, disons plutôt que donc cette neutralité, j'essaye de l'aborder en tant que norme de l'espace scientifique. Mais en fait, ça c'est aussi un grand débat en sociologie des sciences, mais dire qu'une norme existe, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément contraignante. En fait, c'est assez, comment dire, enfin c'est pareil, il y a des débats épistémologiques, mais en tout cas, on peut reconnaître l'existence d'une norme de neutralité dans l'espace scientifique, dans le sens où c'est quelque chose, par exemple, qu'on entend lorsqu'on fait des études supérieures, puis une thèse, etc. C'est quelque chose auquel on est socialisé en tant que chercheur. On se dit, ça fait partie de ma posture scientifique d'être neutre. Donc c'est à la fois intégré et c'est un discours qui existe. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux transgressions de cette norme ou comment cette norme est plus ou moins, comment les individus prennent plus ou moins de distance avec cette norme. Donc, c'est-à-dire que la norme peut exister sans être contraignante et que c'est intéressant de partir du postulat qu'il existe cette norme parce que aussi ça structure les débats. C'est un peu comme la question de la crédibilité, c'est-à-dire que si on parle d'engagement, on ne peut pas éviter cette question de la neutralité. Que la neutralité existe ou pas. En fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement ça la question. C'est pas la question, d'accord. C'est plutôt le fait que ce soit un élément de positionnement. C'est-à-dire que ma question, c'est pas de dire les scientifiques sont-ils neutres ou pas. Oui. Ça pourrait être une question de quelqu'un d'autre, voilà. Mais c'est aussi difficile de ne pas tomber dans un registre normatif quand on répond à cette question, mais plutôt d'essayer de comprendre comment la question de la neutralité polarise l'espace scientifique et comment les positionnements des chercheurs sur un spectre de plus ou moins neutre s'expliquent par des positions institutionnelles, par des contextes de trajectoire, etc. Oui. En fait, c'est ça, la question de la neutralité, elle a été évoquée effectivement dans le comité d'éthique. Il y a un mois de ça pour une super conférence. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une question bien plus loin qui est assez moderne, assez récente, et surtout qui n'est pas la bonne question à se poser, que là aussi la question de la fiabilité est presque plus intéressante que vouloir chercher à questionner cette neutralité, à savoir si elle est là, si elle n'est pas là. En fait, il faudrait presque pouvoir passer au-dessus par rapport à ce sujet. Et cette question de fiabilité, justement, on l'avait amenée par Neil Coutelet, la philosophe des sciences, qui a justement théorisé ce mot. Oui. C'est vraiment ça qui nous intéresse et qui intéresse le public, c'est la fiabilité plutôt qu'une neutralité qui est mal définie. Et donc ça, comment vous l'intégrez, enfin, comment tu l'intègres dans tes recherches en termes de fiabilité au sein du registre de crédibilité? Pour le moment, je n'ai pas abordé la question de la fiabilité en tant que telle. J'ai plutôt une entrée par la crédibilité. Peut-être que c'est un petit peu comme la question si je reprends la perspective de Stephen Shapin tout à l'heure,
La fiabilité, c'est aussi peut-être quelque chose qui se construit plus sur des critères cognitifs. Un résultat est fiable parce qu'il a passé telle et telle procédure de validation scientifique, etc. Alors que la crédibilité a une dimension plus sociale de construction, du coup, comme je disais, dans des interactions, dans des contextes. Et donc, c'est aussi pour ça que ça ne m'étonne pas trop que ce soit un philosophe des sciences qui la théorise, parce que je pense que peut-être que les bons outils, justement, du coup, pour aborder cette question, c'est plutôt ceux de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie. Alors qu'en sociologie, peut-être que ce qu'on peut se limiter à dire, même si évidemment c'est poreux et qu'on a des influences disciplinaires parfois un peu mélangées, on va plutôt se concentrer voilà, sur des processus sociaux et de relations entre individus et de construction de statut. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu deux formulations de logique qui sont proches, mais dans un registre plutôt cognitif, épistémologique, philosophique d'un côté, et un registre peut-être un peu plus socio-institutionnel de l'autre. Après, bon, c'est une réponse comme ça un peu à chaud, il faudrait que Il y a peut-être une dimension aussi qui a fait je lise les travaux. Perçue par des gens à l'extérieur de la communauté scientifique. Et c'est pas tellement... c'est vrai qu'au sein de la communauté scientifique, on va plutôt voilà, s'intéresser à la démarche scientifique, la rigueur de la démarche scientifique, la crédibilité, pas tellement... En fait, dans fiabilité, il y a la robustesse scientifique, mais il y a aussi le lien avec la société, le fait que ça soit pertinent pour des décisions à prendre en société. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'interne à la communauté, ça peut l'être, mais c'est pas nécessaire. La théâtralisation aussi des arguments qu'on développe. Des arguments, si tu veux, forts, mais mal exposés, sont moins bien perçus que des arguments beaucoup plus faibles. Je sais pas, c'est des logiques médiatiques. Mais regarde les interventions pour ça, il y a 10 ans, 15 ans, d'Al Gore, par exemple. C'était très pertinent, c'était très enthousiasmant. Oui. Il faut savoir aussi un petit peu communiquer, théâtraliser nos savoir-faire. Et ça, c'est pas très facile. Après, parce que chaque domaine, chaque public, si on peut dire, entre le public scientifique et le grand public, va avoir ses normes et sa manière de se comporter. C'est un personnage à avoir en fonction de à qui on s'intéresse. On ne pourra jamais s'adresser de la même manière entre deux scientifiques avec un grand public. Donc, ça demande aussi de devoir s'adapter à ce qu'est le grand public. C'est tout un problème. C'est ce qui a fait la réputation enfin, de ceux qui ont ce sens du spectacle, qui ont ce sens du show avec le grand public, parce qu'effectivement, c'est ça qui plaît. C'est aussi les histoires qui plaisent, l'affect qui plaît. Donc, c'est ça qui marche aussi. Mais avec le risque d'angler d'une certaine façon une question sans en comprendre bien l'impact que ça a au niveau du public, juste parce qu'on parle bien et on fait la bonne rhétorique. Pour moi, il y a un exemple, on en parlait tout à l'heure, qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est le récit des limites planétaires. Quelque chose qui n'a quasiment pas de base scientifique. Le récit des limites planétaires. On entend beaucoup parler des limites planétaires, planetary boundary, et qui est un concept inventé par des scientifiques, alors pas de notre domaine, hein, il y a une quinzaine d'années. Un succès, on le retrouve partout. Or, on creuse un peu, il n'y a pas de base scientifique. Mais c'est un récit qui plaît énormément, qui véhicule tout un tas d'autres choses qui ne sont pas liées à la science et qui ont la force des récits. Donc, comment on l'utilise, comment on crée des récits, le récit des limites planétaires, c'est déjà pour faire peur, hein, voilà, que ce soit volontaire ou pas, c'est ce que ça crée. Donc, bon, il y a une vraie question de voilà, effectivement, c'est des récits qui marchent. Comment nous, on s'empare des récits. Et du coup, un récit, ça doit aller vers, ça doit dire d'où ça parle, les valeurs que ça porte, la vision du monde. Et ça, il y a des choses délicates comme la démographie. Tu vois. Il y a quelques années, il y avait toute une tribu de climatologues qui avait signé un appel au nom sur la démographie. C'était. Anna, j'avais une question. Oui. Quand tu parlais de politisation de la science, j'avais une question de l'acculturation, c'est-à-dire que il y a des physiciens, des pilotes qui vont dire bon, moi je vous présente ce que je sais.
je veux bien répondre à votre question, mais là, je vais m'exprimer comme citoyen, non plus comme scientifique. Il y en a d'autres qui vont dire, bah, si moi, je ne suis pas spécialiste de la question que vous posez, mais je me suis acculturé. Par exemple, on l'a vu dans les réunions récentes là, des comités d'éthique, quelqu'un qui était à la Técopole, justement, qui disait, bah, moi, je me forme, et donc, je peux aller sur un autre terrain que mon terrain de cœur de métier. Et donc, le passage du modélisation de grande échelle à régionalisation, travailler avec le grec, des choses comme ça, est-ce que ça ne va pas aussi obliger les scientifiques de l'IPSL à s'acculturer et à prendre un peu plus de risques, à peut-être moins surprotéger leur crédibilité en interne? Enfin, où est-ce que tu as, dans les personnes que tu as interviewées, est-ce que cet aspect-là Alors, ça me fait un peu penser à deux choses. Dans la question des tournants de trajectoire que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que souvent dans les entretiens, les personnes qui ont eu un positionnement qui connaissent une trajectoire de politisation, qui ont du coup un positionnement peut-être plus fort sur l'engagement des scientifiques, ce sont aussi des personnes qui par ailleurs ont lu beaucoup de SHS. Mais bon, ça reste une corrélation, enfin c'est pas une corrélation parce que c'est très entretien, donc c'est plus une observation, un premier type d'observation. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et sinon, ça pose du coup la question de l'interdisciplinarité, si c'est bien de ce dont tu veux parler. Et là encore, moi, j'ai pas de recommandations à formuler ou de positionnement sur le fait que ce serait bien ou pas bien de travailler en interdisciplinarité. Par contre, c'est vrai que c'est un processus qui émerge, qui devient de plus en plus présent. Et par exemple, c'est quand même assez parlant que dans un gros projet type Trax, il y ait 2 projets ciblés qui soient vraiment dans ces dynamiques d'interdisciplinarité et qui sont là justement pour créer cette rencontre, pour mettre en contact des modélisateurs et des modélisatrices avec des acteurs territoriaux. Enfin, bon, là, du coup, c'est pas trop de l'interdisciplinarité, mais plutôt avec des sciences sociales qui travaillent sur les territoires et les politiques d'adaptation. Ce qui rend l'analyse compliquée pour moi à ce stade, c'est que ça reste, j'ai l'impression, des dynamiques très récentes. Donc en fait, on a peu de recul sur ce qui se passe, particulièrement en sciences du climat. Il y a d'autres sciences où ce sont des dynamiques qui sont peut-être un peu plus vieilles, et du coup, on commence à avoir des résultats. Notamment, j'ai une amie qui est en train d'écrire sa thèse sur l'interdisciplinarité dans les sciences de l'environnement. Comment il y a eu une construction justement notamment à travers l'Institut du CNRS, il y a un institut interdisciplinaire sur les sciences de l'environnement. Donc elle fait l'histoire en fait de cet institut pour comprendre comment s'est construit l'interdisciplinarité en sciences de l'environnement. On n'a pas ce recul-là encore sur les sciences du climat parce que les processus sont trop récents. Peut-être que d'ici la fin de ma thèse, il y aura eu ça aura pris plus de. Ce qui complique aussi, j'ai l'impression, un peu l'analyse, c'est le fait que il y a une sorte aussi d'entremêlement entre les besoins des chercheurs de formation sur ces aspects sociaux, territoriaux, etc., mais aussi les transformations du fonctionnement du monde de la recherche de façon générale avec des injonctions à l'interdisciplinarité pour pouvoir financer certains projets. Donc ça devient aussi quelque chose de valorisé par les institutions. Et donc, il y a aussi un peu comme 2 temporalités parallèles de ce qui est valorisé dans les institutions change, mais peut-être que les pratiques ne changent pas à la même vitesse. Et que ça demanderait une enquête à part entière. Après, du coup, Trax, c'est un super lieu d'observation pour voir comment ça se passe et ce qui fonctionne ou non, fonctionner ou non, c'est normatif, mais en tout cas, quelle forme ça prend. C'est très différent, par exemple, sciences médicales.
ou je Ah, parle voilà, d'autres c'est sciences pas mon domaine qui sont du liées à la société. Est-ce qu'il n'y a pas eu Ouais. des travaux de sociologues qui ont regardé comment cette crédibilité évoluait en fonction de l'utilisation de la société, de l'expertise Si, il y a énormément de travaux sur la médecine, sociologie de la médecine, des sciences en médecine, mais enfin, c'est pas un domaine que je connais particulièrement, donc je sais que les travaux existent, je ne saurais pas te dire quels sont leurs résultats majoritaires. Non, mais Oui. pour voir s'il y a il y a déjà des évolutions, ce type d'évolution, qui ont été documentées, expliquées. Oui. En fait, il y a des parallèles. Hein, il y a des parallèles, et en même temps, j'ai quand même un peu l'hypothèse que le contexte institutionnel des sciences du climat en France reste très particulier, et que c'est aussi assez difficile de façon générale de comparer des logiques dans deux domaines scientifiques différents. C'est intéressant de le faire. Et là, pour le coup, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de biologie, de la conservation, les sciences de la conservation. Et là, pour le coup, il y a des parallèles qui sont intéressants, mais qui ne sont pas transposables complètement, parce qu'en fait, il y a des enjeux institutionnels très différents, les outils ne sont pas les mêmes, les financements ne sont pas les mêmes, les domaines, enfin, la temporalité d'émergence des questions ne sont pas les mêmes. Donc, si on veut faire une sociologie des sciences ancrée dans le contexte institutionnel, c'est difficile de transposer directement les résultats. Et alors, toujours dans la même idée, le contexte institutionnel en modélisation, par exemple, est très différent dans d'autres pays. Et donc, mais on retrouve aussi ce même genre de complètement. tension. Ouais. Oui. Bah, moi, je me concentre sur la France pour le moment dans ma thèse. J'ai en tête un petit peu ce qui se passe ailleurs, et puis ça revient dans les entretiens de toute façon. Je ne vais pas faire une enquête de comparaison internationale poussée, parce qu'en 3 à 4 ans, ça va être infaisable. Mais c'est un horizon qui serait très intéressant de creuser. Je crois qu'il y avait 2 questions, je ne sais pas trop. Oui, il y avait une question qui va un peu dans le sens qu'on a entendu déjà. Donc la question dit bien cette terminologie de l'économie de crédibilité. Oui. Parce que ça me semble, je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas ce background, et donc je me pose la question, où est-ce que cette terminologie, ce truc a appliqué dans d'autres sciences? Et voilà, on a discuté aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec la fiabilité voilà. Oui, donc c'est un terme du coup qui était issu du travail de Stephen Shapin dont j'ai parlé. Ça n'a aucun lien avec l'économie au sens de finance, etc. Enfin, d'économie monétaire. Ça n'a aucun lien. C'est vraiment, je pense, le sens d'économie plutôt en termes d'espace, de système cohérent, de crédibilité. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, mais j'aurais pu dire espace sans dire économie, c'était pas forcément. L'image de l'individu, le chercheur, elle essaye de gagner quelque chose là, et donc c'est en jeu, mais est-ce que c'est vraiment ça l'espace dans lequel nous nous trouvons, ou voilà. En revanche,